Donc, moi, j'observe techniquement que l'ambassadeur de France est de fait expulsé. Qu'il soit dans les locaux de l'ambassade, qui sont une emprise consulaire, un territoire de souveraineté, ou qu'il soit à la base militaire française, l'ambassadeur de France n'est plus en fonction. Parce que être ambassadeur, c'est pouvoir se déplacer pour aller rencontrer l'ambassadeur de Hollande, pour aller discuter avec des jeunes étudiants à l'université de Niamey, c'est pouvoir se déplacer pour aller, je sais pas, accompagner des projets de développement, c'est cela, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où vous ne pouvez plus le faire, vous êtes ambassadeur, mais en fait, vous êtes un ambassadeur non seulement virtuel, mais finalement irréel. Donc, pour moi, contrairement aux apparences, la décision que le CNSP a prise d'expulser l'ambassadeur, elle est déjà valide. Parce que l'ambassadeur s'est barricadé dans l'enclave consulaire de son pays. En droit international, une ambassade est une enclave territoriale étrangère dans un pays ami. Tant qu'il y a une ambassade de France au Niger, l'enceinte de cette ambassade est considérée en droit international comme étant le territoire français. C'est le principe d'extraterritorialité des ambassades. Donc, en fait, si M. Ité reste essentiellement dans les zones qui ont été, selon la loi internationale, garanties comme étant des enclaves françaises dans le sol nigérien, mais il est déjà en France. Il est déjà en France. Il a été expulsé. Et je vous fais observer que je ne constate pas d'excitation particulière du gouvernement nigérien, parce que le gouvernement nigérien sait que sa décision a eu un effet. C'est que l'ambassadeur ne peut plus venir dans la capitale. Il ne peut plus se promener dans le pays. Il ne peut plus le faire. Il est obligé de rester soit dans l'enclave consulaire, à l'intérieur de l'ambassade, soit de rester à l'intérieur du camp militaire. Et dans ces deux endroits-là, c'est pas là qu'un ambassadeur doit être. Un ambassadeur ne doit pas être prisonnier dans son ambassade. Il ne doit pas être bloqué dans son ambassade, sinon sa mission est annulée. Donc mon commentaire est le suivant. Moi, je suggère que les autorités françaises reconnaissent la réalité du terrain, comme elles l'ont reconnu au Mali, reconnu au Burkina, reconnu au Tchad, reconnu au Cameroun, reconnu au Togo. Il faut en réalité que le président Macron revienne à la réalité. La réalité, c'est que M. Mohamed Bazoum, qui n'était pas démocratiquement élu, a commis des fautes et des erreurs politiques qui lui ont coûté la perte du pouvoir. Il a été déposé par sa propre garde personnelle, sans la moindre effusion de sang. Rendez-vous compte que les soldats qui dormaient à sa porte n'ont même pas risqué leur vie pour lui. C'est dire à quel point l'homme était sous-estimé, était en mauvaise estime de sa propre armée. Il a commis des erreurs. J'ai donné ici de nombreuses conférences pour expliquer pourquoi la chute de M. Bazoum a été facile. Pourquoi c'est un juntard qui a fait boum. J'ai expliqué cela depuis très longtemps. Si même au niveau de l'Élysée, du Quai d'Orsay, on prenait le temps d'extraire de mes conférences des éléments d'intelligence pour comprendre l'Afrique, on aurait pu anticiper ce qui est arrivé à M. Bazoum, en lui demandant soit de changer de politique, soit carrément en le changeant. J'avais déjà vu qu'il souffrait d'illégitimité, qu'il était isolé, pas très représentatif de la diversité du pays. J'avais vu qu'il avait affiché de la fraternité abusivement avec les terroristes. J'avais vu qu'il s'était moqué des pays amis qui étaient en lutte contre le même ennemi terroriste. Et j'avais vu qu'il avait pris le parti de protéger les forces étrangères contre son peuple. Par exemple, quand il y a eu des Nigériens assassinés, il n'a pas accepté que la justice sanctionne et poursuive les criminels. Donc, M. Bazoum a multiplié des erreurs jusqu'à cette fameuse déclaration selon laquelle les terroristes sont plus aguerris que sa propre armée. Quand vous êtes un chef suprême des armées et que vous avez ce type de déclaration, vous rompez la relation de confiance envers le soldat qui dort à votre porte. Si vous dites que les terroristes valent plus que lui, en effet, son honneur passe par votre chute. Donc, je pense que la solution de la crise franco-nigérienne, elle se trouve dans le retour à la réalité des autorités françaises. Elles ont fait preuve de réalisme dans des situations pires, dans des coups d'État avec effusion de sang, comme celui de Mahamat Kaka Déby en N'Djamena. Je ne comprends pas pourquoi, au Niger, où M. Bazoum a été déposé sans dégâts humains, je ne comprends pas pourquoi on ne ferait pas preuve du même réalisme. En disant, voilà,
le Niger, c'est l'affaire des Nigériens. En tant que puissance étrangère, nous constatons qu'il y a un désaccord dans l'appareil d'État, il y a un désaccord entre l'ancienne autorité civile et l'autorité militaire. Nous souhaitons que le consensus nigéro-nigérien se fasse et nous nous contenterons de négocier nos intérêts. Pourquoi ne pas faire cette politique-là? Pourquoi vouloir à tout prix imposer à la tête de l'Afrique des dirigeants de votre choix, alors que d'autres pays sont en train de gagner économiquement, gagner diplomatiquement, sans avoir besoin d'imposer leurs hommes à la tête de l'Afrique? Simplement en respectant les Africains. Des pays comme la Chine, des pays comme la Russie, des pays comme la Turquie font des percées d'affaires extraordinaires. À cause du respect, du fait de ne pas se mêler, du tapioca des Africains. Donc, je conclus en disant, logiquement, diplomatiquement, politiquement, intellectuellement, moralement, l'argument que le président Macron a avancé ne tient pas debout. Il lui faut nous écouter. Il faut qu'il m'écoute, puisque je sais qu'il me fait écouter. Il faut qu'il m'écoute et qu'il revienne à la saine appréciation des réalités. Il ne sera plus possible à la puissance française d'imposer les dirigeants de son choix aux peuples africains. Il lui faut maintenant réformer sa politique de telle façon qu'elle puisse négocier de manière modeste, humble et repentante avec les Africains, eh bien, ses intérêts plus ou moins légitimes. C'est la seule solution. Et l'affaire de l'ambassadeur, pour moi, elle est close. Il a été expulsé, il ne peut plus retravailler au Niger. Il ne peut plus retravailler. Il fallait au contraire en prendre acte. Et de l'autre côté, respecter le changement du rapport de force politique qui a eu lieu sur le terrain, en respectant les choix diplomatiques des nouvelles autorités. Car en fait, il y a une distinction fondamentale entre la légitimité diplomatique qui relève du domaine de l'État et la légitimité gouvernementale qui est l'affaire de la souveraineté populaire de chaque peuple. Quelle que soit la nature, eh bien, de ceux qui ont pris le pouvoir dans un pays, dès lors qu'ils exercent le pouvoir d'État, ce sont eux qui ont le pouvoir de désigner des diplomates au nom de l'État. S'il y a des problèmes de légitimité à l'intérieur d'un pays, c'est le souverain de ce pays, selon la théorie démocratique, le peuple, qui doit résoudre ces problèmes. Ce n'est pas une puissance extérieure qui doit arbitrer les querelles de légitimité intérieure à un pays étranger. Donc il faut qu'on revienne ici à la réelle politique, qui est le fondement même de la diplomatie internationale, à savoir que on accrédite et on fait accréditer les diplomates qui sont les représentants de ceux qui exercent effectivement le pouvoir d'État dans leur pays. C'est tout. Et c'est le critère qui explique qu'il y ait des dictatures qui ont leurs ambassadeurs à Paris sans problème, des monarchies qui ont leurs ambassadeurs à Paris sans problème, des régimes militaires, des théocraties, qui ont leurs ambassadeurs à Paris sans problème. D'accord? Il faut qu'on revienne à cela. Et pour ce qui est des intérêts économiques, il faut accepter que le peuple nigérien, à court, à moyen ou à long terme, détermine les conditions de sa coopération militaire, de sa coopération économique, de sa coopération diplomatique, géopolitique, géostratégique. Il faut s'adapter aux aspirations de ce peuple. Il faut accepter la renégociation de tout, parce que nous sommes dans un monde où tout ce qui fut bâti dans l'injustice ne sera plus jamais accepté. Donc, maintenant, cette attitude de défiance envers les nouvelles autorités nigériennes et ce bras de fer, comment va-t-il se conclure? Ce que j'ai observé, c'est en écoutant Serge Daniel, le célèbre hibou de Dakar, comme j'aime à l'appeler, qui dit que tous les yeux de la France-Afrique sont rivés sur le président nigérian Tinubu, qui joue sa crédibilité. Car, en fait, c'est lui qui avait promis au départ qu'il allait régler militairement le sort de la junte du Niger. Et depuis un certain moment, on observe que le président du Nigeria, Bola Tinubu, est en train de freiner des quatre fers. Le journaliste france-africain Serge Daniel, le célèbre hibou de Dakar, l'a martelé dans toutes les émissions dans lesquelles il a été interrogé. Et bien ces dernières heures, il faut que le Nigeria